Bonjour à toutes et tous. Ils nous entendent déjà. Est-ce que vous nous entendez? Ça a l'air. Je sais pas. Il n'y a personne Oui, qui c'est répond. bon. Ah Qui oui, répond? c'est bon. On a un oui. Bon. Alors, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux du territoire qui ont répondu à notre invitation. Merci également aux équipes artistiques que nous avons souhaité associer à ce webinaire. Je vais y arriver. Merci au Théâtre du Cristal, partenaire historique du Conseil départemental en matière d'art et de handicap et qui viendra nous apporter son retour d'expérience. Merci à toutes et tous pour votre présence nombreuse, certes à distance, mais qui nous conforte à la fois dans l'intérêt que revêt notre appel à projet et dans la nécessité de notre mission. Le département est engagé dans une politique résolue d'accès à la culture pour tous, qui s'appuie notamment sur toutes les passerelles que nous saurons construire entre le monde culturel et nos publics prioritaires, à savoir personnes âgées, personnes en situation de handicap, ainsi qu'enfance protégée. Ces passerelles, elles se construisent par la mise en réseau des acteurs, par notre soutien aux porteurs de projets et par tous les partenariats entre structures culturelles et établissements sociaux et médico-sociaux que nous saurons créer, consolider et, si possible, pérenniser. Une démarche qui nous commande de partir des publics dont les demandes sont spécifiques afin de leur proposer la meilleure offre adaptée. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est redonner à la culture son utilité sociale. La culture, ce n'est pas un luxe, c'est un endroit offert à tous de s'épanouir, de s'éduquer, de s'émanciper et de s'intégrer dans notre société. Nous sommes, vous le savez, à la deuxième édition de cet appel à projet qui porte dorénavant le nom Art Culture en partage. Le nom a changé, mais pas notre ambition, puisque 150 000 € seront investis, une belle somme financée à parité par le département et la DRAC Île-de-France. En plus, cette année, le plafond de la demande de subvention a été relevé à 25 000 € contre 15 000 € l'année précédente, ce qui constitue un levier important pour déployer des projets plus ambitieux. C'est bien cette ambition qui nous anime, et que je partage étroitement avec mes collègues vice-présidentes, notamment la vice-présidente déléguée à l'autonomie Laetitia Boisseau, à qui je donne la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci mes chers collègues, chère Véronique, chère Patricia. Et donc, nous allons parler de culture cet après-midi et juste rappeler que c'est un enjeu très très fort voulu par notre présidente préférée, Marie-Christine Cavecchi. Donc, la culture est un véritable, on est au carrefour des politiques qu'on met en œuvre pour nos usagers, qu'il s'agisse de la santé psychologique ou pour ce qui concerne nos actions pour valoriser le lien social, ça c'est très important. La culture est un outil vraiment puissant. Et je sais ô combien nos établissements sociaux et médico-sociaux y travaillent avec la conviction que je leur connais. Nous sommes assurément entrés dans un autre temps. Nous observons tout à notre niveau un besoin d'être ensemble, de partage. Bon nombre des actions que nous proposons dans nos communes sont submergées face à ces demandes. Cet appel à projet, Culture on partage, répond à cette aspiration sociale qui est profonde et assez inédite dans son ampleur. C'est une opportunité donc pour nos établissements socio-médico-sociaux de donner une autre image, autre que celle qu'on nous renvoie à tort. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une orientation résolue du département, que d'associer le plus étroitement possible la culture, les publics que nous accompagnons. Nous croyons en ce partenariat parce qu'il apporte du sens aujourd'hui et une dynamique pour demain. Merci. Juste un tout petit instant pour vous donner un peu les règles du jeu de ce webinaire. Donc, vous avez dû vous apercevoir que vos micros et vos caméras sont coupés. C'est normal, parce que vous êtes très nombreux à être connectés. On vous en remercie. On va dérouler la présentation, mais je vais laisser Madame Pellissier prendre la parole. Oui, alors, bon, moi, je suis donc vice-présidente à l'enfance et la famille.
Je vais simplement faire un petit témoignage. Bon, tout ce qu'ont dit mes collègues est vrai, c'est-à-dire que nous devons avoir une ambition sur cette entrée de la culture parmi nous tous d'ailleurs, parce qu'on en a tous besoin, je pense. On a l'expérience aujourd'hui de ce qui s'est passé à la maison d'enfants, à la MDE, qui est une maison où on accueille des enfants en urgence, en fait. Donc, la clientèle, c'est marrant, est assez compliquée, puisque ce sont des enfants qui ne restent que 3 mois en principe, donc qui changent beaucoup, qui ont tous les âges, voilà. Donc, c'est très compliqué déjà pour les éducateurs, mais c'est aussi compliqué pour les acteurs de la culture. Et on a eu une expérience, c'est la 2e année maintenant, qui est absolument fascinante, puisque ce soit pour les grands où là, on a travaillé plus sur le graphique, sur l'expression, sur l'écriture, et où on se rend bien compte que les grands, eh bien, ça leur augmente leur créativité de façon extrêmement importante, et ça leur permet d'aller ailleurs un petit peu et de s'évader un peu plus. Sur les 7-8 ans, eh bien, on est parti plutôt sur de la musique, de l'expression musicale, et là aussi, eh bien, ça leur a ouvert l'esprit. Enfin, on a des témoignages extraordinaires sur des enfants qui se sont complètement ouverts grâce à la musique. Et les tout petits, bien, on a fait plutôt de la danse, et là aussi, on a été nous-mêmes complètement étonnés de ce qui s'est passé, et tellement bien d'ailleurs qu'on va avoir un atelier de danse euh, en résidence, puisque eh bien, c'est tellement bien qu'on s'est dit, bah, c'est pas la peine qu'il reparte, il faut qu'il reste là tout le temps, comme ça sera bien pour nos enfants. Voilà. Voilà, donc c'est plus du témoignage, mais ça démontre bien l'efficacité qu'on peut avoir, l'intérêt qu'on peut avoir, et surtout l'ouverture d'esprit que ça peut apporter à nos enfants, et le soulagement que ça peut leur apporter aussi à des enfants qui sont dans une situation compliquée, et qui sont pas toujours faciles à atteindre, même pour les éducateurs, que cela aide aussi à trouver un chemin vers les enfants. Voilà. Merci. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'avoir un petit temps de présentation de ce nouvel appel à projet. Ensuite, on cédera la parole au Théâtre du Cristal, qui est en partenaire, donc, comme le disait Madame José Historique, qui travaille beaucoup avec nous sur la question de la relation entre les acteurs culturels et les acteurs du champ du handicap. Et puis, nous passerons à une étape de questions-réponses qui se fera uniquement par le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet conversation pour poser vos questions, et nous y répondrons en direct. On passe à la présentation de cet appel à projet. Allez, on y va. Encore une fois. Voilà. Donc, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis février 2022, la politique culturelle du conseil départemental a vraiment eu ce souhait de se recentrer notamment sur des questions du lien avec les publics, et notamment les liens qui relèvent du champ de compétences du département, à savoir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants de l'enfance protégée, la petite enfance, les collèges et les publics qui relèvent du champ social. Donc, dans ce cadre-là, nous avons souhaité vraiment créer une passerelle entre cette culture et l'action sociale, avec 3 grands axes majeurs, qui est d'abord et avant tout favoriser l'accès à la culture et à l'art pour les publics qui en sont éloignés, de créer du lien entre le développement artistique, culturel et le champ social et médico-social, et enfin la création d'une structuration d'une dynamique entre établissements culturels, équipes artistiques et professionnelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, comme on le disait en introduction, on a déjà eu des expérimentations qui se sont déroulées soit depuis quelques années à la MDE, mais également envers les personnes âgées depuis l'année dernière. Et le constat est que c'est un fonctionnement qui a un impact. On sent qu'il y a une attente. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller plus loin dans ces partenariats. Donc, vous avez ici sur cette slide différents types de projets que nous avons menés, et notamment le bilan de ce premier appel à projet qui s'appelait l'année dernière Art, Culture et Lien Social, où on a pu soutenir 8 projets
donc 4 auprès de MEX, donc Maison d'enfance à caractère social, un établissement en LAO, un EHPAD et 3 dans les structures de handicap. Donc, ce sont des expérimentations qui sont encore en cours. Nous aurons un bilan beaucoup plus consolidé d'ici la fin de l'année. Pour rentrer un peu plus dans les détails de cet appel à projet, donc vous avez ici les objectifs qui sont recherchés. C'est vraiment d'impulser la co-construction de partenariats entre des équipements, des compagnies et des acteurs du champ social et médico-social. L'objectif, c'est vraiment que l'on arrive à des partenariats qui soient pérennes, qui s'inscrivent dans le temps. L'objectif suivant, c'est d'accompagner des lieux culturels et des équipes artistiques qui souhaitent développer des projets, soit de création, soit de diffusion. On en reparlera tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais en tout cas avec des équipements qui sont éloignés de la culture. De soutenir et de développer des projets susceptibles de contribuer au développement d'une politique culturelle au sein des ESSMS, qui soit au bénéfice bien sûr des usagers, mais également de leurs familles, des visiteurs, des personnels dans leur ensemble. C'est-à-dire que là, on va essayer de toucher tout l'écosystème qu'il y a autour de ces publics. Et enfin, bien sûr, c'est de renforcer la dimension artistique et culturelle des projets à destination des usagers et des personnels. Je vais maintenant céder la parole à Lucille Berthenier, que je vous présente rapidement, comme ça j'en profite, donc qui est notre nouvelle chargée de mission publique prioritaire, qui va être très en lien autour de projets sur la petite enfance et l'enfance protégée. Merci, bonjour à tous. On va rentrer un petit peu plus dans les détails et balayer un peu les différents critères de cet appel à projet pour vous donner des informations concrètes. Donc, quel peut être le porteur de projet? Alors, soit une structure culturelle professionnelle sur le territoire du Val d'Oise, donc par exemple des musées, des conservatoires, des salles de spectacle, des équipements culturels de tout type, salles de concert, ou alors une équipe artistique professionnelle. Qu'il s'agisse d'un artiste, peu importe la discipline dans laquelle il exerce, une compagnie artistique ou un collectif d'artistes, c'est-à-dire une équipe constituée de différents artistes de disciplines différentes. Sachant que si un ESSMS est intéressé par un projet, mais qui n'a pas forcément de lien avec des artistes ou des structures, on peut éventuellement s'y mettre en lien. Quels ESSMS sont ciblés? Sachant que ce sont les acteurs culturels qui sont porteurs des projets, mais bien sûr, il y a une certaine co-construction qui est nécessaire entre l'ESSMS et les artistes. Donc, pour les ESSMS qui sont ciblés par cet appel à projet, ce sont ceux donc, qui sont en direction des 3 publics prioritaires touchés par cet appel à projet: l'enfance protégée, avec notamment les MEX, les personnes en situation de handicap, les foyers de vie pour personnes handicapées, les foyers d'hébergement, les femmes et les personnes âgées, avec les résidences autonomie et les EHPAD. En annexe de l'appel à projet se trouve une liste un peu plus longue que celle que vous voyez à l'écran, où il y a donc différents ESSMS. Pour autant, elle n'est pas exhaustive. Donc, si jamais vous êtes un ESSMS ou vous souhaitez travailler avec un ESSMS qui ne se trouve pas dans la liste, on vous conseille de nous appeler pour qu'on puisse vous dire si le SSMS est éligible ou non à l'appel à projet. Juste un tout petit point, excusez-moi, parce que je viens de voir défiler une petite question d'une personne qui ne peut être là que jusqu'à 14h30. Effectivement, ce webinaire est enregistré et il sera visible sur le site internet du Val d'Oise, où n'hésitez pas à nous faire la demande et on vous le renverra. Merci. Et j'en profite aussi pour ajouter que si c'est votre première demande pour cet appel à projet, n'hésitez pas, même si vous avez déjà une idée de la co-construction que vous voulez opérer, à nous le faire savoir pour qu'on puisse éventuellement valider l'éligibilité soit de l'équipement culturel, soit de l'ESSMS pour vous faire gagner du temps par la suite. Ça vous permettra de faire commencer. Enfin, les projets éligibles. Donc, 2 types de projets, soit des résidences de création, soit un volet plutôt diffusion. Je vais revenir sur ces 2 aspects. Et dans l'un comme dans l'autre cas, il faut qu'il y ait un volet d'action culturelle. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le jargon de la culture, je reviens rapidement sur ce que c'est qu'une résidence de création. Il s'agit en fait d'un espace
spatial, mais aussi un temps que les artistes peuvent investir pour créer une œuvre. Il s'agisse d'une œuvre plastique, il s'agisse d'un spectacle, il s'agisse d'un concert, d'un roman. Donc, ça leur permet en fait de leur donner ce temps-là, cet espace-là, voire même parfois des moyens techniques et humains pour qu'ils puissent créer leur œuvre. Donc, c'est une présence in situ des artistes dans le but de créer. La diffusion, c'est quand une œuvre est créée, il faut la montrer, il faut la donner à voir. Et donc, c'est faire voir son spectacle, une exposition, très souvent dans le SSMS, mais aussi dans des équipements culturels. Donc voilà, 2 volets à ce projet. Et dans l'un comme dans l'autre cas, il faut que soit la création, la résidence de création, soit la diffusion d'œuvres, soit accompagnée d'actions culturelles. Ce qu'on appelle actions culturelles, c'est des temps de rencontre entre les artistes et les publics qui prennent très souvent la forme d'ateliers de pratique. Sachant que quand on parle des publics, Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, mais ces actions peuvent aussi toucher les professionnels des ESSMS, mais aussi, quand ça s'y prête, les proches des publics concernés, voire même les familles dans certains cas. Donc voilà, ça reste assez large. On passe la parole à Aurélie Bredlo-Héry, qui est la chargée de mission publique prioritaire sur le champ du handicap et des personnes âgées. Voilà, exactement. Nouvellement arrivée comme Lucille Barthomé. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais m'atteler à vous présenter un peu les critères de sélection de ces projets qu'on va examiner d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, dans un premier temps, un critère de cohérence, bien sûr, du projet et d'exigence du point de vue artistique et culturel. Ensuite, la qualité de la co-construction du projet, c'est une notion sur laquelle on a déjà pas mal insisté, mais vraiment, ça nous semble assez important que ça soit sur la co-construction du dossier en lui-même, mais aussi le suivi, l'évaluation qui vont en découler ensuite jusqu'à ce que le projet soit arrivé à son terme. L'intégration d'un volet d'action culturelle qui respecte les grands principes de l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est un peu ce que vient de dire Lucille aussi. Donc, dans ce troisième petit point, donc vous avez vu, il y avait création, diffusion, puis action culturelle. Donc là, c'est-à-dire que seront plébiscitées les rencontres avec les artistes et ou avec les œuvres, l'expérience que peuvent vivre les bénéficiaires à travers un processus de création, mais aussi les ateliers de pratique artistique. Bien sûr, on sera aussi assez attentif et attentive aux impacts sur les bénéficiaires. Voilà, il ne faut pas hésiter aussi. Vous allez voir, le dossier, il est assez court, c'est bien. Mais voilà, en tout cas, on tenait à vous expliciter un peu les critères qu'on va regarder parce que bien sûr, l'impact sur les bénéficiaires, ça sera très important. Une attention particulière, enfin, sera portée aux expériences similaires des candidats. Vous pouvez tout à fait ajouter le CV, par exemple, des artistes intervenants en pièce jointe. Ça pourra tout à fait valoriser des expériences précédentes. Et la durée de la présence artistique dans l'établissement partenaire. Vous verrez, il y a une durée minimale qui est de 4 semaines. On peut tout à fait imaginer que ce temps-là soit réparti sur une année, enfin voilà. Après, c'est en fonction du partenariat qui va se créer. Je passe aux modalités financières. Donc, comme le disait Madame José, cette année, l'aide départementale, le plafond a été relevé à 25 000 € contre 15 000 € l'an dernier. L'aide qui sera octroyée aux différents projets retenus, c'est une aide qui ne peut excéder 80% du budget global, et notamment grande partie de cette subvention ira vers les dépenses artistiques, à savoir en priorité la rémunération des artistes intervenants. Important aussi à savoir, c'est que vous pouvez intégrer jusqu'à 20% de coûts de frais de fonctionnement dans le budget du projet. Et que si le projet est porté par plusieurs partenaires, en tout état de cause, ce sont les équipes artistiques ou les lieux culturels qui seront considérés comme le partenaire principal, et donc c'est vers eux que la subvention sera destinée. Et là, on vous adresse une nouvelle fois la mention du listing non exhaustif, je vous le rappelle, des ESSMS qui sont éligibles. Et puis, donc, il y a en effet le Théâtre du Cristal qui propose aussi
un listing éventuel sur son site internet. Enfin, le calendrier d'instruction tant attendu, j'imagine. On est par rapport à l'année dernière. Voilà. Pour ceux qui auraient déjà eu vent de cet appel à projet l'année dernière, je pense que les choses ont été assez rapides. Là, on est sur un calendrier beaucoup plus étendu. Vous avez 3 mois. Donc, l'appel à projet est sorti le 27 février dernier. Donc, il y a quelques semaines déjà. On a déjà pris connaissance. Les candidatures seront closes le 26 mai prochain. Ensuite, un comité de sélection se réunira le 26 juin, donc un mois après, pour un passage en assemblée délibérante le 29 septembre. Donc, ça veut dire que les projets pourront commencer dès octobre-novembre 2023 pour se terminer maximum en juillet 2024, donc sur une saison théâtrale pour les lieux de diffusion, par exemple. Important aussi, mais comme on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, le comité de sélection est constitué de personnes représentantes du Conseil départemental du Val d'Oise et de la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC Île-de-France. Et donc, évidemment, la subvention qui sera octroyée fera l'objet d'une signature d'une convention de partenariat entre les partenaires. Et je pense que voilà, mon tour de parole est fini. On vous adresse nos différents contacts, à savoir Alix Giordano, qui est la responsable administrative et financière à qui vous devez renvoyer tout l'ensemble du dossier et des pièces à joindre. Voilà. Lucille Bartolinier, donc, qui a pris la parole tout à l'heure pour les dossiers concernant l'enfance protégée. Si vous avez des questions, si vous avez souhaité un accompagnement, on est aussi là pour ça. Et donc moi-même sur la question du handicap et des seniors. C'est un document qu'on va pouvoir évidemment renvoyer très rapidement après le webinaire à toutes les personnes qui auront été connectées aujourd'hui. Sachant que vous avez d'ores et déjà, de toute manière, toutes les informations sur le nouveau site internet du Val d'Oise, valdoise.fr. Dans la section appel à projet, vous trouverez donc le dossier de candidature, le règlement, ainsi qu'une liste, un guide pratique qui vous signifiera l'ensemble des pièces à nous fournir. Et vous trouverez les contacts de toute manière de toute l'équipe pour vous accompagner dans ces projets. On a souhaité donc laisser la parole au Théâtre du Cristal, ce que vous retrouverez justement notamment dans le règlement. Donc, une référence à une cartographie qui a été réalisée par le Théâtre du Cristal, qui a vocation à fournir l'ensemble des adresses des ESSMS, mais également des structures culturelles. Donc, on va laisser la parole à Yannick, qui va nous présenter un petit peu l'activité du Théâtre du Cristal. Eh bien, bonjour à tous. Et merci pour votre invitation. Alors, pour introduire un peu le propos, effectivement, le Théâtre du Cristal a 3 missions, dont une compagnie qui crée et diffuse des spectacles avec des comédiens en situation de handicap. Parallèlement à cette compagnie, nous avons une agence du coup artistique qui est là pour pouvoir encadrer aussi des artistes en voie de professionnalisation et de les mettre à disposition de réalisateurs pour des longs métrages, des publicités, des courts métrages. Et nous avons le 3e volet qui est le pôle art et handicap, et donc qui est une mission en étroit lien avec du coup, le Val d'Oise, le département du Val d'Oise. Et dans le cadre de ce pôle art et handicap, qui s'appuie essentiellement sur une étude qui a été faite en 2010, si je ne me trompe pas, et donc qui s'appuie sur le constat qu'effectivement les liens entre les structures culturelles et les ESSMS il y avait pas mal de carences au niveau de ces liens et de ces interactions-là. Et donc nous arrivons sur ce constat-là pour développer en tout cas ces interactions-là en travaillant sur des rencontres, sur le fait de mettre en place en fait des projets qui seraient co-construits entre les différentes structures qui permettent l'accessibilité à la culture des personnes en situation de handicap. Donc c'est réellement ça notre cœur de métier et notre mission. Et donc pour ce faire, on crée ce qu'on appelle nous des jumelages, donc des conventions de jumelage qui permettent tout simplement aussi d'ancrer une relation
qui se veut être pérenne les années passant. Donc on construit les projets et on met aussi en place tout un travail aussi au niveau des référents handicap dans les structures culturelles et médico-sociales. L'idée étant de créer ces référents et de les accompagner aussi dans leur prise de fonction. Donc, pour ce faire, on met en place aussi des journées de sensibilisation qui permettent de donner aussi des clés de compréhension pour que ces référents puissent avoir suffisamment de matière pour incarner en tout cas ces missions-là. Oui, on peut éventuellement passer les slides. Je suis désolé. Je parle beaucoup, mais donc, je reviens sur la mission du Polar et Handicap. Effectivement, ces missions-là sont assez plurielles. Effectivement, on est sur du jumelage, des conventions de jumelage, comme je viens de vous l'expliquer. On a aussi toute la question de la pratique artistique, qui est aussi qui fait partie de nos missions. Et donc là, c'est pareil, c'est des choses qui sont co-construites avec les structures en fonction des envies et des besoins des personnes, des structures. Je reviens aussi sur la question des sensibilisations et formations pour les professionnels. Actuellement, par exemple, nous sommes en pourparlers avec le Combo 95, qui est le réseau des musiques actuelles en Val d'Oise. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette dynamique de co-construction d'outils, aussi d'outils comme des fiches pratiques qui permettent aux référents et aux structures en fait, de pouvoir accueillir le mieux possible les personnes en situation de handicap. Donc, il y a tout un travail aussi de formation, d'immersion, pour faire en sorte que tous ces rouages puissent se dérouler le mieux possible. Que faisons-nous de plus? Nous mettons aussi des projets d'action culturelle en partenariat avec plusieurs ESSMS et plusieurs structures culturelles. Là, c'est plutôt des grands projets. Le Polar et Handicap aussi, je vais repartir encore en amont, mais on est fédéré sous forme de réseau qui s'appelle le réseau Imago. Le réseau Imago est au niveau régional, donc on travaille régulièrement, on se rencontre pour justement partager un peu les savoir-faire et les outils qu'on met en place. Et donc, en fonction des départements, on a aussi des spécificités. Je sais que dans le 77, le collectif 77, Scène 77, travaille sur la communication inclusive avec tout ce qui est pictogramme. On a aussi tout ce qui est signalétique des structures culturelles. Effectivement, on a souvent ces demandes-là au niveau des structures culturelles. Comment on fait pour créer une signalétique qui permet en fait à une typologie de personnes en situation de handicap de pouvoir se repérer, autant pour les encadrants que pour les bénéficiaires. Donc, il y a tout ce travail-là qui est mis en place aussi au niveau du réseau Imago. Voilà, je ne sais pas, je sais. Est-ce que l'on peut revenir juste sur la question des jumelages? Comment ça s'organise? C'est-à-dire que vous avez une structure culturelle qui se rapprochent de vous et vous les mettez en relation avec des ESSMS, ou est-ce que c'est le contraire? Alors, ça va dépendre, ça peut être les deux. Clairement, on est sur des demandes qui peuvent venir des deux côtés. On a des ESSMS qui ont des envies de pratiques culturelles et qui n'ont pas forcément encore eu un contact avec une structure culturelle de proximité. Ou alors, on a aussi souvent le cas où les structures vont sur Paris, vont essentiellement sur Paris, pour avoir accès à la culture sans vraiment s'intéresser ou avoir l'information que les structures de proximité peuvent répondre à leurs attentes, quoi. Donc, il y a tout ce travail-là aussi de communication autour des programmations artistiques des structures de proximité. Et ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on va devoir travailler sur comment on fait pour avoir un agenda qui permet à la structure de repérer facilement un concert, un spectacle à proximité. Donc, voilà, ça fait partie aussi des réflexions qu'on a au niveau du Imago. C'est voilà, comment on peut aussi, nous, avoir peut-être aussi la notion de comité de présélection par rapport à un spectacle. Parce qu'effectivement, en fonction des spectacles, on ne peut pas répondre aux besoins de chaque typologie de handicap, mais justement, c'est comment on fait
pour mettre en place ce repérage en amont. Et très souvent, nous, ce qu'on établit, effectivement, c'est une présélection avec le corps encadrant d'une structure ou le référent handicap, le référent culturel. Donc, le référent handicap va permettre aussi, lui connaît sa structure, connaît sa programmation, va permettre, en ayant un vrai contact avec le référent culturel de la structure de l'ESSMS, on va pouvoir vraiment avoir cette prise de conscience de quels sont les types de handicaps de la structure, quels sont les besoins et à quoi on va pouvoir répondre en termes culturels sur le type de handicap. Et donc, voilà, il y a tout de suite une présélection qui peut se faire, une présentation de la saison, mais une présélection qui peut se faire. Et sur la question de la pratique, qu'est-ce que vous avez, vous, comme bilan en termes d'impact, justement, sur ces publics-là? Alors, les pratiques artistiques, c'est pareil, ça, c'est des choses qui se développent, nous, de notre côté. On a pas mal de demandes sur des disciplines qui peuvent être assez variées. Des demandes qui viennent des ESSMS? Des demandes qui viennent des ESSMS, ouais. Après, c'est la question budgétaire, où effectivement, nous, dans le cadre du Polar et Handicap, on a la possibilité de cofinancer une partie de la pratique artistique. Cependant, effectivement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et effectivement, c'est un budget qui n'est pas forcément facile à obtenir. Mais en tout cas, nous, on constate que ça se développe de plus en plus. Et on est là pour y répondre du mieux qu'on peut, en tout cas en ce qui nous concerne. Par contre, effectivement, il y a la notion de formation des intervenants. Et cette question de formation d'intervenants, elle va être primordiale dès lors qu'on aura de plus en plus de demandes de ce côté-là. Et voilà, moi, ce que je remarque aussi au niveau des intervenants, c'est qu'on a des intervenants qui viennent plutôt de la culture classique avec une typologie de public plutôt jeune, qui ont des appétences vers ce public ou qui ont été initiés sur un projet et voudraient voilà, pouvoir prolonger cette expérience-là. Et effectivement, toute la question de la légitimité par rapport à cette intervention-là. Et c'est pareil, c'est tout un champ qu'il va falloir aussi mettre en place pour pouvoir accompagner cette pratique artistique vers cette typologie publique. Voilà. Bon, en tout cas, à retenir effectivement que le Théâtre du Cristal est vraiment un pôle ressource sur le territoire, en tout cas sur les publics du handicap. Et je pense que vous avez tout à gagner si vous souhaitez développer ce type de projet dans ces secteurs-là, à vous mettre en relation avec le Théâtre du Cristal qui pourra vous accompagner. Et encore une fois, donc effectivement, dans le règlement, vous retrouvez cette fameuse cartographie qui vous aidera à repérer, que ce soit du côté des acteurs du champ social et médico-social, les acteurs culturels de proximité, et inversement, les structures culturelles, vous pourrez voir quels sont les ESSMS qui sont près de chez vous. Merci, Yannick. Merci à vous. On va passer sur un dernier temps de questions-réponses. Donc, comme je vous disais, vous avez dans la conversation, vous pouvez poser vos questions, nous allons y répondre. Alors. Oh ouais, on va remonter. Alors, bon. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, si vous en avez. Ouais. On l'a passé là. C'est à la fin. Non, on l'a passé. Non, c'est pas ça. Attention, qu'on a été extrêmement clair. Il y a une main, mais si on clique sur la main, est-ce qu'on tombe sur la personne? À qui appartient la main, s'il vous plaît? Le projet peut-il être directement porté par un éducateur spécialisé, même s'il n'a pas de compétences particulières? Donc, effectivement, le soutien va d'abord et avant tout aller vers l'acteur culturel. Donc, je ne peux que dire à l'éducateur de se rapprocher d'un professionnel du champ artistique pour co-construire avec vous votre projet, et ce sera l'acteur du secteur culturel qui pourra y répondre. Nous envisageons un projet avec une artiste écrivain. Le projet viserait à réaliser un livre avec les résidents de nos 3 EHPAD. Ce type de projet peut-il être recevable? Bien sûr. Valérie Bonjour Valérie.
Tout à fait, effectivement, un artiste écrivain peut tout à fait être éligible à l'appel à projet. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la question d'une restitution de fin de projet est extrêmement importante. Elle est valorisante aussi bien pour le travail qui a été réalisé par l'artiste que par les résidents des structures. Le fait d'avoir un objet final va aussi contribuer à la pratique et va donner un but, un objectif à la fin de cette résidence. Concrétisation. Une concrétisation, tout à fait. Des aides pour l'enseignement artistique en conservatoire auprès d'enfants handicapés. Oui. Alors, Oui. Bah déjà, Oui, ça tout à fait. existe Oui, dans le soutien que nous apportons à l'enseignement artistique, tout à fait. puisque c'est un des critères. Et puis là aussi, si c'est en concertation, par exemple, avec des associations comme Mèche, comme Tout à fait. voilà, Zigzag, enfin Zigoné ou le théâtre du Cristal, bien sûr. Toujours, on sera quand même attentif, effectivement, dans le cadre de cet appel à projet agriculture en partage, à ce qu'il y ait de la diffusion, il y ait création ou pas. Enfin, ça, c'est vraiment selon votre projet. En tout cas, la diffusion, on va aussi être assez regardant sur le fait que les résidents ou en tout cas les publics des ESSMS puissent avoir accès à la culture, puissent avoir accès dans leur mur ou à l'extérieur. Ça, je pense que c'est un point quand même assez important de pouvoir, quand on peut, faire sortir les publics et aller vers les établissements culturels. C'est un point que l'on va regarder aussi quand même assez fortement. Un artiste ou réalisateur peut-il intervenir sur plusieurs établissements? Bien sûr, de manière itinérante, bien sûr. Vous pouvez très bien. Seulement s'il est bien. Bien sûr que vous pouvez tout à fait développer un projet où il y aura plusieurs établissements touchés. On en a eu un l'année dernière, enfin cette année en cours, qui est celui l'association Arroson, qui travaille avec 4 mecs différentes sur le territoire. Donc aucun souci, effectivement, si vous êtes toujours en partenariat étroit avec ces établissements. Est-ce que les critères de cet appel à projet sont différents de celui des diffusions qui ciblent aussi les mêmes publics? Alors, effectivement, petit point, on a fait partir également l'appel à projet des lieux de diffusion à rayonnement local. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes publics, puisque sur l'appel à projet des lieux de diffusion, nous sommes sur des publics que sont la petite enfance, les collégiens, les seniors, mais qui sont en dehors des établissements, c'est-à-dire qu'on va plutôt cibler des seniors qui sont seuls, en tout cas isolés à leur domicile. Je crois et les CCC et les publics qui relèvent du champ social. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de publics, c'est quand même assez complémentaire, mais encore une fois, là, je répète, on est vraiment sur agriculture en partage, sur les publics des seniors, de l'enfance protégée et du champ du handicap. Tout type d'association hors Mèche. Je pense que pour l'enseignement artistique, si effectivement les associations sont des associations avec des professionnels du champ culturel, il n'y a aucun souci. Territoire. Bonjour, les frais de transport pour transporter les résidents au lieu de culture peuvent être pris en charge via la subvention. Là, on sera dans le cadre des 20% restants de fonctionnement. Donc oui, ça peut apparaître dans le budget en tout cas. Ah oui, bah voilà, tout à fait. Donc Claire Perrin-Ernoult, sur la question de l'enseignement artistique pourra très bien vous répondre. Alors, bonjour, dans le cadre d'un projet en art dramatique, la restitution peut-elle être une sorte de représentation dans le SSMS ou avec ses publics? Les répétitions d'une troupe professionnelle dans sont-elles ouvertes au public? Alors, les répétitions d'une troupe professionnelle dans des ESSMS, si elles sont ouvertes au public, peuvent-elles être éligibles ou faut-il nécessairement une facette EAC adressée au public de l'ESSMS? Oui. Alors oui, on tient énormément effectivement à ce que la pratique soit inscrite dans votre projet, puisque c'est une manière pour ces publics de vivre le projet
d'une autre manière. Ça va également être plus impactant pour eux que la simple diffusion. Voilà. Alors, La question d'avant, on avait pas. Voilà. Sur la restitution. Sur la restitution. Non, sur la question de la restitution, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est un moment important, ce qui vient clore un peu le projet. Il faut que ça soit un moment qui existe, mais qui n'est pas nécessairement. Alors là, c'est de l'art dramatique. Donc, il peut y avoir une représentation au sein de l'ESSMS ou même à l'extérieur d'ailleurs, qui soit ouverte ou non à un public, qui pourrait dépasser même d'ailleurs le cadre de l'ESSMS. Maintenant, la restitution publique, elle n'est pas non plus exigée, c'est-à-dire qu'une forme de, comme on disait tout à l'heure, de suivi, d'une trace, de quelque chose qui est valorisant pour les personnes participantes, ça c'est important. Mais là, il y a vraiment une représentation, pour utiliser ce mot-là pour être plus clair, ça n'est pas une obligation en tout cas. C'est plus le projet que la finalité d'une restitution. Si on peut aller jusque-là, c'est super. L'aide peut-être s'appliquer aux enseignants du conservatoire qui sont formés sur la question du public en situation de handicap, notamment dans un temps pédagogique spécifique et des actions spécifiques au public en situation de handicap. Alors, les enseignements du conservatoire ne relèvent pas forcément, en tout cas, ce n'est pas ça qu'on va regarder. Effectivement, si cet enseignant est reconnu en tant qu'artiste professionnel, qu'il est repéré, etc., il n'y aura pas de souci. Mais on ne va pas rentrer dans cette question pédagogique dans le conservatoire. Comme tout à l'heure, ça rentre dans l'aide des établissements d'enseignement artistique, où là, il y a un volet handicap, absolument. Comment allez-vous évaluer la réelle durée du projet, soit 4 semaines, notamment lorsqu'il est étalé sur la saison, et quels sont les temps que nous pourrons valoriser? Alors, nous allons vous demander de toute manière de produire un calendrier de vos interventions dans les lieux. Donc, forcément, ça nous donnera à voir le temps de présence. Et sachez que, de toute manière, vous serez accompagnés tout au long de votre résidence par Aurélie et Lucille qui suivra également votre projet. Pas que pour du contrôle, je vous rassure. C'est surtout pour voilà, d'aide et d'accompagnement. Mais voilà, sachez que de toute manière, vous aurez à produire un calendrier qui nous montrera un peu vos 4 semaines de présence, mais ça peut être plus. 4 semaines, c'est minimum. Tant que nous pourrons valoriser. Ah oui, c'était la suite de la question. Oui, quels sont les temps que nous pourrons valoriser? Ça, c'est un peu à vous de nous dire voilà, qui relève de la création, voilà, tout à fait. Ce qui relève de l'action culturelle, ce qui relève davantage de la diffusion. Vous pouvez être on peut tout à fait découper comme ça, ou autrement, valoriser en nombre d'heures, par exemple. Il peut y avoir des temps informels, au moins à nous communiquer, à nous inscrire, les temps de réunion, voilà, tout ce qui peut être valorisable, valorisez-le. De toute façon, à tout moment, toutes ces personnes peuvent vous interroger, bien sûr. C'est un peu l'idée quand même de l'accompagnement. Bien sûr. Alors, il y avait une dernière question. Est-ce que le calendrier de présence Est-ce que le calendrier de présence est prévisionnel ou doit être validé par le SSMS partenaire avant la soumission du dossier? Alors, on ne va pas forcément vous demander que ce soit tout de suite validé par le SSMS. L'objectif, c'est que nous, on arrive, en tout cas, vous nous donniez à voir que vous avez vraiment travaillé ce partenariat avec le SSMS. Maintenant, c'est un calendrier prévisionnel. On sait à quel point, de toute manière, dans certains établissements, les choses peuvent varier. On en a conscience, donc on se laisse un peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous verrez dans les pièces à fournir, de toute manière, il y a une lettre co-signée entre vous et entre votre établissement ou vous, votre équipe, avec le SSMS. C'est le principe du partenariat. Tout à fait. Oui. Voilà. Le mieux peut-être d'accord. C'est une bonne question. Des ateliers d'art créatif multiples. Pardon, excusez-nous. Voilà. Un projet. Des ateliers d'art créatif multiples, peinture, poterie, dessin, création de bijoux sont-ils éligibles pour cet appel d'offres? Alors, il va falloir quand même que
on contraigne un peu les attentes, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur du développement artistique. La création de bijoux, on va plutôt être sur de l'artisanat, la poterie également. Après, peinture, dessin. Là, on est dans le cadre des arts plastiques, des arts visuels. Et là, bien sûr, ça sera éligible. Comment se fera le paiement de la subvention? Alors, le paiement de la subvention avec des sous après notification, à la suite du passage en assemblée départementale et la signature de la convention, ça sera un virement bancaire. Non, mais c'est important peut-être Oui, de tout à rappeler, fait. je ne sais pas qui est la personne qui pose la question, mais c'est vraiment le porteur de projet, donc l'équipe artistique et culturelle, qui doit donc être éligible à bénéficier d'une subvention, puisque c'est elle qui va recevoir le virement sur son compte, donc pas sur son compte personnel, sur son compte souvent d'une structure Voilà, en fait qui une porte. structure qui permet. Voilà. Sachant qu'effectivement, l'année dernière, on a eu des entreprises qui ont postulé. Malheureusement, on n'a pas pu suivre parce qu'on n'a pas cette capacité-là. Il faut vraiment qu'on soit sur des structures qui relèvent de soit de l'intérêt général, en tout cas de associative. Voilà, associatif plutôt. C'est vraiment le format qui est le plus confortable pour tout le monde. Alors, la question posée aussi peut-être sur la manière dont était payée la subvention, est-ce que c'est en une fois, en plusieurs fois voilà. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on l'a fait en une fois. Je pense qu'on fera la même chose cette année. Toujours est-il que si l'on considère qu'une fois que vous avez rendu votre bilan et que le projet ne s'est pas fait tel qu'il l'est, on peut très bien, nous, demander un remboursement de la subvention qui a été versée, si l'on considère que le projet n'a pas été abouti jusqu'à ce qui avait été présenté. Sinon, on n'aurait pas un 80-20. Oui. En général, c'est pas beaucoup. C'est pas 80-20. En matière un culturelle, projet en partie financé par les Olympiades culturelles, entre autres par le département, est-il éligible à ce dispositif s'il a une dimension d'inclusion pour les publics handicapés? Alors, si vous avez déjà déposé le même projet dans un autre cadre de subvention au département, nous ne pourrons pas, votre dossier ne sera pas éligible. On ne peut pas financer deux fois le même projet, même s'il est dans des dispositifs différents. De SPML peut-il être porteur? Eh bien non, effectivement, c'est l'acteur culturel, que ce soit une structure, une compagnie ou un artiste, qui devra déposer le projet et c'est cette entité culturelle qui sera subventionnée. Et la UCCF peut être demandeuse, par contre. Oui, elle peut très bien se rapprocher d'un artiste ou d'une compagnie ou d'un lieu de diffusion. Ou effectivement d'Aurélie et de Lucie qui pourra très bien vous orienter vers un acteur culturel potentiel. D'autres questions? Très bien. Bon, de toute manière, vous retrouverez les éléments sur le site internet du Une dernière question. Alors, l'aide ne peut excéder plus de 80% du budget global, mais y a-t-il une limite d'aide publique si le projet est majoritairement financé par une ville? Alors, public. Oui, il y a un complément d'une 40% subvention oui, tout à fait. Alors, sachant quand même que la règle comptable publique fait que il y a quand même une obligation. On ne peut pas financer effectivement plus de 80%. Ouais. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une demande auprès du département d'un financement à hauteur de 70% et demander à votre ville qu'elle complète de 10%. Toujours est-il. Ou inversement, c'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant. Inversement, pardon, je me demande. Excusez-moi. Merci. Voilà. Merci à vous. En fait, pour répondre à votre question, Édouard Dossetto, c'est sur un même projet, en fait. On peut pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas bénéficier de deux aides pour un même projet. Donc là, si votre projet, vous avez, effectivement, on ne peut pas dépasser 80%, mais nous, on ne va pas raisonner comme ça. On va raisonner sur la pertinence du projet et sur la pérennité. S'agissant par exemple des établissements d'enseignement artistique, proposer un concert par exemple à destination des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, c'est pas valable. Il faut qu'il y ait un projet plus pérenne, minimum 4 semaines, où il y a vraiment une interaction entre les publics qui se fasse pour que le projet soit
soit pris en compte et puisse faire l'objet d'une subvention de la part du département. Voilà. Mais en tout état de cause, un financement public ne peut pas, que ce soit en matière artistique, que ce soit en toutes les matières, être de plus de 80% du budget d'origine. Ce qui veut dire que vous aurez Mais il toujours peut y avoir 4%. l'État, la région, le département, etc. Du moment que ça ne fait pas plus de 80% en tout. Non, mais c'est sur une action. Excusez-moi. En fait, c'est sur une action. C'est le budget global de l'action. C'est pas le budget de la structure. Ah ben non, non. Non, mais là, comment est-ce que ça se conjugue avec 20% des frais de structure? Là, il s'agit du Ah oui, mais j'étais du la question budget. du sûr. Oui, moi, je C'est 20. Vous sur- pouvez récupérer. Ah, les 20% sont dedans. Oui, voilà, vous pouvez répercuter 20% de vos frais de structure dans les 80% de demande. mais c'est voilà, c'est quand même. Tout à fait. Il restera toujours à votre charge 20%, 20% du budget qu'il de arrive. votre projet. Au moins 20%. C'est Au moins. 80%, c'est le C'est le maximum. maximum. On espère que les choses sont claires pour tout le monde. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Lucille et Aurélie pourront répondre à vos questions. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je vais clôturer. Ah ben, dire merci infiniment à tous les participants de ce webinaire et ben, on espère plein de projets, plein de partenariats et que voilà que la culture soit partout et pour tous. Moi, c'est notre souhait le plus cher. Et surtout plein de résultats. Parce que, À vos crayons, beaucoup de téléphones, votre ordinateur. Il y a plus de 100 participants là, donc voilà. Donc vous êtes nombreux, c'est super. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.